Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines, qui, comme vous le savez, est un séminaire organisé en collaboration avec l'ENS, organisé par l'IDEA, l'Institut des Amériques, avec l'ENS. Et c'est le premier séminaire, enfin la première séance de l'année 2024. Donc, je me permets de souhaiter une belle année 2024 à tous les spectateurs et spectatrices qui sont là ce soir et aussi aux intervenants que je vais présenter. Alors, je rappelle brièvement le principe de ce séminaire qui existe déjà depuis plusieurs années et qui a comme objectif de faire dialoguer des chercheurs, des chercheuses spécialistes d'Amérique du Nord avec d'autres collègues spécialistes de l'Amérique latine sur une même thématique. C'est donc ce soir, hein, ça va être ce soir le cas avec plusieurs intervenants sur une thématique qui est la représentation muséale des violences de masse et de leur mémoire, un dialogue transaméricain. Vous pouvez retrouver les séances antérieures en ligne sur le site de l'IDEA ou sur YouTube avec toute une diversité de thématiques en sciences humaines et sociales. Alors, je vais bien évidemment laisser la main aux coordonnateurs de cette séance, mais je voudrais quand même les présenter. Donc, cette discussion ce soir est animée par deux jeunes chercheurs. Euh, tout d'abord, Laura Lema Silva, qui est docteur en études hispano-américaines de l'Université Lumière Lyon 2 et qui est actuellement responsable des études à l'Institut pour la paix et membre associé du laboratoire LCE de l'Université Lyon 2. La thèse de Laura Lema Silva portait sur les mouvements sociaux autochtones en Colombie et sur la littérature contemporaine des Wayuu. Elle a aussi été co-commissaire d'une exposition intitulée Sanaduría, Mediaciones para tejer sentidos plurales de la paz, qui a cherché à travers tout un processus de dialogue avec des membres de 5 peuples autochtones et avec des survivants du conflit armé de l'association Assobizna, à mettre en lumière le caractère pluriel et conflictuel du concept de paix en Colombie. Voilà pour Laura et Luis Miguel Camargo, qui a organisé avec elle cette séance d'aujourd'hui, est docteur en études politiques, chercheur associé au CESPRA, qui est une UMR de l'EHESS, et il est également responsable adjoint chargé de la coopération internationale à l'Institut des Amériques. Les travaux de Luis Miguel portent sur les réponses apportées par les sociétés latino-américaines aux violences tout au long des 20e et 21e siècles, et notamment dans des contextes sociopolitiques conflictuels, instables, où le périmètre des institutions change continuellement. Et dans le cadre de sa thèse doctorale, il a enquêté plus précisément auprès du secteur médical, paramédical, médico-légal des 3 plus grandes villes de Colombie entre les années 80 et le début des années 2000. Luis Miguel Camargo a aussi participé à des travaux de recherche-expertise sur les enjeux sociaux et politiques de la coopération pour le développement. Voilà pour la présentation de nos deux jeunes chercheurs. Et je vais leur laisser la main et ils vont eux-mêmes présenter les intervenants de ce soir. Merci beaucoup, Diana, pour cette présentation. Merci à tous ceux et celles qui sont connectés et surtout, merci à nos intervenantes d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette séance. Donc, avec Laura, on va faire une petite introduction, puis on va donner la parole évidemment à nos panélistes pour qu'elles puissent développer leurs propos. Donc, avec cette séance, on voulait proposer un dialogue transaméricain autour de la représentation muséale des violences de masse et de leur mémoire. Donc, les violences de masse sont comprises ici dans un sens heuristique, donc celles commises lors des dictatures, des conflits armés, en situation coloniale, etc.
Nous, avec ça, on se propose d'examiner la manière dont certaines initiatives issues de l'Argentine, le Canada et la Colombie vont s'insérer dans des logiques spécifiques des traitements muséographiques, mais aussi dans un ensemble plus vaste des réponses collectives, que ce soit des discours, des pratiques, des dispositifs anciens ou nouveaux, des réponses qui visent à surmonter les effets de ces violences et à promouvoir une transformation de la conflictualité. Si je fais mention de la Colombie, malgré le fait que les présentations de nos panélistes vont porter sur le Canada et sur l'Argentine, c'est aussi parce que nous aurons l'occasion d'y revenir sur ces cas, notamment grâce à ma collègue Laura, comme l'a bien indiqué Diana dans la présentation. Super, merci beaucoup Luis Miguel. Donc, effectivement, et dans ce séminaire, ce que nous chercherons à mettre en lumière, c'est d'une part les évolutions de la muséologie à l'heure de traiter des questions de mémorialisation des violences de masse et de construction de paix. Et nous comprenons ce concept de paix et dans son sens positif, c'est-à-dire non pas comme un état idéal et un état harmonieux auquel on arrive après la pratique de la guerre, mais plutôt comme un travail constant plutôt de transformation de la conflictualité politique. Et ceci revient donc à prêter une attention particulière à la place qu'occupent certains groupes historiquement opprimés. Nous allons parler aujourd'hui en particulier de populations autochtones, mais aussi de la paysannerie pauvre, des classes populaires, etc., dans les réalisations conceptuelles et matérielles de différentes expositions que nous allons aborder aujourd'hui ou de différents lieux de mémoire. D'autre part, et nous souhaitons également mettre en avant les interférences de ce traitement muséographique avec l'ensemble des logiques de réparation collective, de mémorialisation, de lutte contre la répétition, de défense des droits humains et de construction de paix existant dans ces sociétés. Nous espérons donc que ces dialogues transaméricains autour de ces formes de représentation muséale, et cela fera sûrement l'objet de nos discussions et dans un deuxième temps, puissent nous inviter à interroger ce que la paix veut dire dans la pluralité de ses sens et de ses représentations. La paix n'étant pas un concept ayant une définition unique ou correcte, mais plutôt une notion dont la définition varie selon le contexte historique et selon les acteurs et qui mobilisent donc cette notion de paix. Donc, merci beaucoup à toutes, à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux avec Luis Miguel de vous accueillir et de vous parler de ce sujet qui nous passionne. Un grand merci également à nos trois intervenantes, à Nadia, à Audrey, à Julie. Un grand merci également à toi, Diana, pour l'organisation de ce séminaire. Et Luis Miguel, je te donne la parole également, donc à nouveau pour que tu puisses présenter Nadia. Voilà. Merci Laura. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Nadia Tahir. Nadia Tahir est maîtresse de conférences en études hispano-américaines à l'Université de Caen en Normandie. Elle est membre de l'équipe de recherche ERLIS et travaille sur les acteurs politiques et sociaux impliqués dans les constructions mémorielles autour du passé de la dernière dictature en Argentine. Donc, d'abord, elle a travaillé sur les discours associatifs des associations des victimes et de défense des droits de l'homme dans la ville de Buenos Aires et dont est issu cet ouvrage que je vous montre ici, qui est paru dans la collection des Amériques avec les presses universitaires de Rennes, où l'Institut des Amériques a aussi une belle collection des ouvrages issus des thèses en sciences humaines et sociales américanistes. Et plus récemment, elle s'intéresse à une instance située dans le Chaco argentino, à savoir la Commission provinciale pour la mémoire. Et donc là, elle va essayer de comprendre comment se construisent des politiques de mémoire à un niveau local, mais en analysant notamment la relation avec les politiques nationales. C'est sur ce dernier cas qu'il va porter son intervention. Elle va essayer de nous montrer comment s'insère un dispositif muséographique dans le temps long des politiques locales de construction d'une mémoire douloureuse. Et je donne la parole à Nadia. Je vous remercie tous. Tout d'abord, l'Institut des Amériques et l'ENS pour cette invitation et Diana Burgos en tant que coordinatrice. Et bien entendu, Laura et Luis Miguel de m'avoir proposé de participer aujourd'hui à ce séminaire. Je suis ravie qu'on puisse échanger par la suite avec Audrey et Julie sur nos objets d'études respectifs.
Donc, je vais essayer de faire un peu vite et bien, comme on dit, pour qu'on puisse surtout avoir le temps d'échanger par la suite. Donc, il est possible que ma présentation paraisse un peu trop descriptive, l'idée étant que on puisse justement approfondir la partie peut-être plus analytique par la suite. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je vais essayer aussi surtout de lancer des perches, si je puis me permettre, pour l'échange par la suite. Donc, comme Luis Miguel l'a dit, je travaille maintenant sur le Chaco argentin. Je signale argentin, hein, puisque le Chaco, pour ceux qui connaissent un peu l'Amérique du Sud, n'est pas une région exclusive de l'Argentine, hein. On la retrouve en Bolivie, au Paraguay. Vous avez même eu plusieurs guerres au 19e, au 20e qui ont concerné cette région, notamment aussi avec le Brésil et l'Uruguay. Mais là, je me centre sur ce qui est la province administrative du Chaco en Argentine et sur un lieu particulier qui s'appelle le musée Maison de la Mémoire de la ville de Resistencia, qui est justement la capitale de ce Chaco argentin. Alors, des éléments très rapides, je répète, je peux revenir sur tous les points qui vous semblent nécessaires par la suite. Je travaille donc sur la dernière dictature qui a eu en Argentine entre 1976 et 1983. Des éléments de rappel très rapides, hein. 6e coup d'État depuis 1930, 7 ans de dictature et un bilan humain terrible. On parle de jusqu'à 30 000 personnes détenues disparues, des personnes exilées, assassinées. Et une particularité, c'est que ces disparitions forcées de personnes se sont déroulées dans des lieux qu'on a appelés des centres clandestins de détention, qui pouvaient être des maisons particulières, des commissariats de police, des écoles de la marine, le plus connu étant l'ex-ESMA, l'école mécanique de la marine dans la ville de Buenos Aires. Donc, on était sur une diversité de lieux très singuliers. C'est ce sur quoi, d'ailleurs, je vais revenir aujourd'hui pour le cas qui nous intéresse. Autre élément de contexte rapide que je donne, signaler que l'Argentine a une particularité, c'est que c'est un des pays qui, en Amérique du Sud, est sorti le plus tôt de la dictature. Les voisins vont suivre en 85, puis 89, etc. Mais c'est le premier en 83 qui en sort, et avec des politiques publiques qui sont mises en place très rapidement au niveau national, dès la sortie de la dictature, avec le premier président qui était Raúl Alfonsín, avec des procédures judiciaires comme le juicio a las juntas. Il y a aussi des lois d'impunité, mais il y a toujours eu des politiques publiques, même quand les gouvernements n'étaient pas forcément très favorables aux acteurs qui militaient pour la cause liée au passé dictatorial. Il est évident qu'un changement s'opère avec l'arrivée de Nestor Kirchner en 2003, puisque là, c'est l'explosion des actions qui sont mises en place au niveau national sur les questions liées au passé dictatorial. Il y a notamment des annulations de lois d'amnistie qui font qu'on multiplie les procédures judiciaires jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi des aides, des soutiens légaux et financiers pour notamment la création d'espaces ou de musées ou de maisons pour la mémoire. On peut aussi revenir sur cette question de la terminologie, puisque dans certains cas, le mot musée est complètement rejeté. Petite parenthèse toujours pour ce qui est la gestion au niveau national. Il y a effectivement le gouvernement de Mauricio Macri entre 2015 et 2019 qui signifie un désengagement de l'État fédéral sur ces questions-là, désengagement qui va très probablement revenir maintenant avec l'arrivée à la présidence de l'Argentine depuis décembre 2023 de Javier Milei. À nouveau, on pourra en reparler. Je situe un peu où je vais, puisque c'est très intéressant de s'intéresser à cette région, hein, du Chaco, puisque Buenos Aires qui est ici, hein, puisque je sais qu'on est sur un séminaire transaméricain. Donc, même si j'ose espérer que tout le monde situe plus ou moins la capitale de l'Argentine, par contre, je ne suis pas sûre que tout le monde sache où se trouve Resistencia, qui est donc ici, dans ce Chaco argentin. On est à 300 km du Paraguay, 600 km du Brésil et 1000 km, voire même plus, hein, peut-être même 1200, de Buenos Aires. Donc en fait, on est sur une province qui parfois communique plus avec les pays voisins qu'avec la capitale, ou en tout cas dans le quotidien de la population, la proximité parfois est plus importante avec les voisins qu'avec la capitale. C'est important de le souligner, ça n'est bien entendu pas une exclusivité de l'Argentine, hein. Des pays avec des proportions, des distances énormes, on en a plus d'un en Amérique latine. Un élément qui m'intéresse aussi, c'est de vous signaler quelles sont les provinces voisines. On voit ici Formosa, qui est donc la province qui est collée au Paraguay, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe et Corrientes. Si vous allez un peu plus loin sur la carte, en se rapprochant du Brésil, en suivant la frontière avec le Paraguay, on a la province de Misiones. Ça va être un élément qui va nous intéresser dans le cadre du lieu sur lequel que je vais vous présenter.
Enfin, quand on parle du passé dictatorial, la province du Chaco est notamment très connue, ou en tout cas on y fait souvent référence, puisque un des éléments très traumatiques, au-delà des questions que je vais aborder, c'est le fait que de nombreux jeunes chaqueños sont partis en fait faire la guerre pendant la guerre des Malouines, pendant la dictature, entre avril et juin 1982. Pour rappel, cette guerre était donc contre la Grande-Bretagne. C'était un peu effectivement un acte de désespoir de la dictature qui était vraiment en train de se terminer ou de se finir. Le problème, c'est que ces jeunes chaqueños, pour la plupart, étaient des circonscrits, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire leur service militaire, n'avaient aucune formation et ont été envoyés à des milliers de kilomètres chez eux au début de l'automne austral, voire même de l'hiver austral, c'est-à-dire avec des températures absolument terribles, sans matériel et non équipés. Donc beaucoup sont morts en fait de faim ou de froid plutôt que sous les balles ennemies. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la province du Chaco quand on parle notamment du passé dictatorial. Alors, je suis désolée d'aller un peu vite, mais je vais essayer de donner un dernier élément de contexte. D'un point de vue politique, sur l'échiquier, la province du Chaco est une province qui est très péroniste, on va dire ça comme cela, même si le péronisme a beaucoup évolué en 40 ans de démocratie. Ce qui m'intéresse de souligner, c'est que depuis l'arrivée de Néstor Kirchner en 2003, il y a une figure qui est très importante, qui a été gouverneur de la province, vous le voyez ici, c'est Jorge Capitanich, puisqu'il a gouverné la province du Chaco de 2007 à 2015, de 2019 à 2023, puisqu'il n'a pu faire que 2 mandats consécutifs. Il a été ensuite remplacé par Domingo Pepo, donc on est dans la même dynamique politique. Mais en gros, on s'est retrouvé avec plus de 20 ans d'un mouvement kirchneriste qui était donc en synchronisation, si vous voulez, avec le gouvernement national. Donc, quand on parlait tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a eu des politiques très favorables par rapport aux questions liées au passé dictatorial pendant de nombreuses années depuis 2003. Là, on était sur une dynamique locale au niveau de la province du Chaco qui était, disons, proche, similaire. Capitanich a même été porte-parole d'un des gouvernements de Cristina Fernández de Kirchner. Voilà un peu pour le contexte. Autre élément qui me semble important de souligner, c'est qu'on a un événement, pardon, comme dirait l'anthropologue Vinadas, un élément critique, un événement qui marque vraiment la région, qui est la massacre de Margarita Belén, qui s'est produite le 13 décembre 1976. Il s'agit d'un groupe d'une... Alors, les chiffres changent, puisque parfois les informations sont encore partielles, entre 15 et 20 personnes qui ont été notamment extraites du lieu dont je vais vous parler, la ex-brigada, mais aussi d'une prison, l'Alcaïdia, et qui ensuite ont été emmenés dans le nord de la ville de Resistencia, à environ une quinzaine de kilomètres d'une ville voisine qui s'appelle Margarita Belém, et ont été exécutés, tout simplement. Cet événement est significatif, notamment puisque ce sont beaucoup des proches de ces victimes-là qui ont été très actifs dès la fin de la dictature pour réclamer autour des questions liées au passé dictatorial de la province du Chaco. Donc, on est vraiment sur cet événement qui marque et qui a son poids, effectivement, dans la région. Il y avait, en fait, dès les années 80-90, par exemple, une commémoration qui se produisait chaque année au 13 décembre. Et de fait, au niveau local, vous avez 2 dates marquantes quand on parle du passé dictatorial. Le 24 mars, qui est la date nationale de commémoration du coup d'État, ou plutôt des victimes de la dictature, et le 13 décembre, qui est donc la date locale. La particularité aussi de Margarita Belém, c'est que c'est un cas qui a eu une résonance au niveau national puisqu'il a fait partie des cas emblématiques évoqués dans ce grand procès de 1985, le Juicio Las Juntas. Donc on est vraiment sur un événement qui a cette résonance nationale, mais qui est finalement l'événement porteur au niveau local. Voilà un petit peu pour donner un autre élément de contexte et je tente d'aller très rapidement puisque je dépasse largement déjà presque mes 15 minutes. L'autre élément sur lequel je veux revenir, c'est mon objet d'étude principal, c'est la Commission provinciale pour la mémoire du Chaco. Ces institutions, il n'y en a que 3 en Argentine, une à Buenos Aires, enfin la province de Buenos Aires, pardon, puisqu'elle est située dans la capitale, la ville La Plata, une à Córdoba, qui est une des plus grandes villes aussi de l'Argentine, derrière Buenos Aires, et Resistencia, qui n'est pas du tout une des villes les plus importantes. D'autres villes sont plus importantes en Argentine, mais ça a été un des moteurs en fait de l'action des acteurs sociaux locaux, des associations de victimes et de défense des droits de l'homme, pour obtenir la reconnaissance des crimes qui se sont commis pendant la dictature dans cette province en particulier, mais pas que, aussi dans les provinces un peu voisines. On a une notion de région qui est assez vaste en fait quand on parle de ces questions liées au passé dictatorial, puisque parfois on évoque des victimes de Corrientes, de Misiones, de Formosa, enfin de toutes ces provinces voisines au Chaco. La Commission provinciale pour la mémoire, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse dans notre cas particulier aujourd'hui? Puisque en fait, dans la loi qui a décrété la création de cette commission, qui a donc pour objectif de traiter toutes les questions liées au passé dictatorial notamment,
il y a une réclamation des associations qui a été reconnue et qui figure dans la loi, c'est que le siège de cette commission soit un ancien centre clandestin de détention, cette ex-brigada de investigaciones, cet ancien commissariat qui a servi pendant environ 2 ans de centre clandestin de détention. Donc ça fait partie en fait de la création, la commission provinciale ne peut pas siéger ailleurs que dans cette ex-brigada, dans cet autre ex-centre clandestin de détention. Quelles sont les missions de cette commission? Ce qui fait en fait, que ça devient les missions un peu du lieu dans lequel elles vont se situer. Donc les deux éléments se superposent. C'est, comme vous le voyez ici, la création d'un musée de la mémoire, on reprend le mot. Vous avez la création d'une bibliothèque de la mémoire, aussi d'un programme d'assistance intégrale aux victimes. Il s'agit d'un soutien au fait aux personnes qui vont témoigner dans le cadre des procédures judiciaires qui s'ouvrent à partir de 2005. Vous avez ensuite ce qu'ils appellent le registre unique de la vérité, qui est une base de données documentaires et de témoignages sur la répression dans le Chaco, mais finalement qui s'élargit puisque vous avez aussi des témoignages sur la répression à Formosa, Corrientes, Misiones, par ailleurs. Donc je reviens sur cette question de région un terme qui évolue en fonction des questions qui vont être abordées. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Autre chose qui m'intéresse de souligner, c'est que dans le texte de loi, il est signalé aussi que le travail lié au passé dictatorial doit être aussi accompagné d'un travail sur la mémoire des luttes sociales et populaires. Le terme est très générique, on va voir que ça apparaît et ça permet aussi d'intégrer les questions des luttes pour les populations autochtones et sur un événement particulier sur lequel je vais tenter de revenir à la fin, même si ça va être très rapide. Le lieu auquel je fais référence, cette ex-brigada de investigaciones, donc, qui est le seul espace pour la mémoire qui est recensé au niveau national dans la région au sens large, c'est-à-dire ni Corrientes, ni Misiones, ni Formosa, non de centre comme la ex-brigada qui est reconnue, qui a été récupérée, comme on dit en Argentine. Je disais donc que c'est un ancien commissariat qui a fonctionné pendant 2 ans comme centre clandestin de détention où les gens ont été détenus, torturés et ensuite fait disparaître, ou certains assassinés. Il a été ensuite le siège, à partir de 78-79, de l'administration provinciale des eaux, donc d'une administration qui n'a plus rien à voir avec la répression, mais ça a fonctionné comme ça jusqu'en 2005. Et c'est important parce qu'au fait, quand il y a récupération de ces lieux, la question est dans quel état est le lieu, puisqu'il a été utilisé pour une autre fonction qui n'avait même plus rien à voir avec sa fonction même d'outil, si vous voulez, de la répression. Donc il y avait des bureaux, tout simplement, dans ce lieu-là. Donc, on est face à cette situation-là où ces lieux ont eu parfois plusieurs histoires, en fait, avant d'être récupérés pour être des lieux. Autre élément important de ce terme de récupération, c'est qu'en fait, ces lieux sont aussi des preuves matérielles. Le lieu a été récupéré en 2005, moment où on réouvre les procédures judiciaires. Donc, il y a la possibilité de poursuivre judiciairement des gens qui ont commis des crimes pendant la dictature. Et à ce moment-là, il s'agit de continuer à travailler sur ce lieu. Donc, vous avez par exemple des anthropologues qui vont intervenir pour savoir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve? Est-ce que ça coïncide avec les témoignages? Donc, il y a tout un travail qui est réalisé dans ce sens-là. C'est aussi intéressant de souligner qu'à partir de 2018 et pendant 3 ans, il y a eu des travaux dans le lieu, qui étaient des travaux tout simplement d'entretien, d'assainissement. Mais il a fallu faire attention aussi au fait qu'il y avait peut-être des preuves encore matérielles de certains crimes. Vous verrez que c'est aussi visible dans la muséographie que je vais vous montrer juste après avec des photos. Mais donc, on n'est pas sur un lieu qui a été choisi, je dirais pas au hasard, mais qui est un lieu où on peut faire ce qu'on veut d'une certaine manière. Il y a une volonté claire aussi de le préserver dans un certain état, comme on va le voir. Très clairement, et notamment parce qu'il a aussi cette valeur de preuve matérielle, ou en tout cas certains espaces, même si ce n'est pas tous les espaces, puisque ce sont des lieux où des gens ont été détenus et que ça permet d'obtenir des informations sur comment la répression a fonctionné dans ce lieu, voire de confirmer les dires de certains témoins pour l'accusation. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite et que ça va. Il me reste peu de temps, mais je voudrais rentrer un peu plus dans le lieu pour que vous puissiez voir un peu ce à quoi je fais référence. Voici la première marque, en fait, qui a été faite sur le lieu. Comme je le disais, cette brigade, elle a été tout de suite mise en avant par les associations de victimes, puisque c'est de là que partait la commémoration qui ensuite allait jusqu'à le lieu où le massacre de Margarita Belém avait lieu. Donc, en 2005, concrètement, l'État reconnaît que cet endroit a été un centre clandestin de détention. L'État, quand je parle de l'État, c'est le gouvernement de la province du Chaco. D'accord? Donc, on est sur cet État-là.
Voilà le lieu aujourd'hui. Donc, il a été complètement remodelé après 3 ans de travaux. Vous constatez que c'est un lieu qui n'est pas énorme, qui n'est pas très grand. Il est plutôt étendu à l'intérieur. On est sur un lieu qui aujourd'hui est dans un état beaucoup plus abordable. Comme je le disais, plus de 3 à 4 ans de travaux. Les acteurs soulignaient le fait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec les travaux, notamment parce que les entreprises qui avaient été engagées ne savaient pas ce que c'était finalement de travailler dans un lieu qui était preuve matérielle, qu'il ne fallait pas nécessairement repeindre, qu'il fallait surtout s'occuper de la plomberie, du chauffage, enfin, de rendre le lieu, je dirais, occupable, on va dire ça comme ça. Ensuite, voilà un peu pour dire aussi comment le lieu évolue, avec quelques photos que vous avez là de 2023, elle date de décembre dernier. Les photos que je vous montre là datent de 2012. Ici, ce que vous voyez, c'est un mural, donc ce qui est plutôt traditionnel en Amérique latine. On en trouve énormément quand on parle de lutte sociale en général. Les questions liées au passé dictatorial en Argentine n'y font pas exception. Ici, vous voyez qu'en 2012, on fait référence à un événement qui s'appelle la Nuit des crayons, la Noche de los Lápices, qui est un événement qui a une résonance au niveau national. C'est même il y a même un film qui a été fait en 86 qui est montré dans les écoles, donc il y a tout ce récit-là. Mais en 2023, quand il y a eu une remodelación, quand il y a eu des travaux, là, on a un nouveau mural qui fait référence à Mario Bosch. Mario Bosch étant un acteur complètement local. Ça a été un militant de la défense des droits de l'homme, un hijo même de victimes, de détenus disparus, un avocat qui a beaucoup milité dans le cadre des procédures judiciaires. Donc, on en revient plutôt à un récit local pour visibiliser finalement l'action des acteurs locaux sur ces questions-là, en rendant hommage à cette figure-là qui est Mario Bosch. Voilà une des salles qu'on retrouve. Alors là, je vous montre celle de 2023. Moi, j'y suis allée en 2012, 2014, 2017. En 2018, le lieu était en travaux, donc j'ai pas pu y rentrer, on n'a pas pu y rentrer. Mais en tout cas, à chaque fois, on retrouve une salle sur Margarita Belén. Donc, il y a une prééminence de cet événement-là dans le lieu. On lui donne un statut particulier. Il y a toujours une exposition sur Margarita Belén. Comme vous le constatez, on n'altère pas vraiment le lieu au niveau, je dirais, esthétique. Et encore là, vous avez face à vous un mur blanc qui est plutôt propre, plutôt peint. On va en voir qu'il y en a qui sont restés dans un état bien plus proche de l'état dans lequel ils étaient à l'époque de l'utilisation du centre clandestin de détention, ou en tout cas, c'est ce qu'on présume, puisque je rappelle que ça a été ensuite le siège de l'administration de la province des Eaux. On a des panneaux, excusez-moi, petit raté dans la photo. On a des panneaux explicatifs sur la répression au niveau national et au niveau local, ce qui fait sens puisqu'on veut mettre en avant le fait que c'est un centre clandestin de détention. On a une signalisation, comme vous le voyez, des pièces et des lieux, salle de détention illégale. Vous voyez ensuite ici, avec cette photo, on a un plan de comment était utilisé le lieu à l'époque en tant que centre clandestin de détention. L'intervention est minimale par rapport à ça. Comme vous le constatez, c'est surtout une signalisation. Là, vous le voyez, on met en avant le fait que ce sont des preuves matérielles. Donc, on reprend, en fait, ici, vous voyez qu'il est marqué evidencias, donc ce sont des preuves. Ici, en fait, avait été trouvé un outil qui avait été utilisé à l'époque pour soumettre les gens à la torture électrique, à la gégène, comme on dit, la picana en espagnol. Donc, on est ici sur une intervention minimale. Il s'agit de préserver le lieu, même si aujourd'hui, les procédures sont terminées pour la plupart dans le Chaco, mais on continue à mettre en avant le fait que le lieu est une preuve matérielle de ce qui s'est produit pendant la dictature. À nouveau, ici, une salle qui, comme vous le constatez, a été très peu intervenue, le minimum. Ici, un témoignage d'une personne qui raconte une scène de torture. On ne signale pas le nom du témoin. Il y a des lieux dans lesquels on a retrouvé. Là, ce n'est pas le cas. Je suis désolée, je sais que je dépasse mon temps. Je sais de faire au plus vite. Autres éléments sur lesquels je souhaite revenir très rapidement. Les luttes sociales des années 60-70. On parle du Cordobazo, qui est un événement important au niveau argentin. Vous avez là une photo d'une organisation armée qui s'appelle le PRT-ERP, qui est une organisation argentine qui est née en 1965. Donc, il y a cette visibilité-là. Les Ligas Agrarias, qui sont des organisations agricoles qui ont été très actives dans la région, mais là, je reviens au terme région large, Corrientes Chaco, même jusqu'à Formosa. Les luttes locales à nouveau, donc avec effectivement une représentation à travers des représentations artistiques. Juan José Cabral, un étudiant de Corrientes, donc de la province voisine, qui a été assassiné lors d'une répression policière de 69. Vous voyez qu'on a des interventions ponctuelles, d'accord, mais j'aimerais surtout aussi revenir sur ça, puisque ça nous permettra de dialoguer avec les collègues notamment du Canada.
On est aussi sur une représentation de la violence au sens plus large dans la région, avec ce massacre, la massacre de Napalpí, qui s'est produit le 19 juillet 1924, qui est un massacre qui s'est produit au nord de Resistencia, dans ce qu'on pourrait appeler une réserve, qui était créée en 1911. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le militantisme autour de ce massacre de Napalpí a beaucoup, je dirais presque, bénéficié, ou en tout cas c'est l'impression que ça donne, de toutes les luttes qui ont été mises en place pour la dictature, puisque par la suite, tous les outils qui ont été utilisés pour mettre en avant la répression dans le Chaco spécifiquement vont être utilisés pour qu'il y ait une reconnaissance au niveau judiciaire, au niveau local, donc du pouvoir du Chaco, mais même au niveau national, de génocide qui a été commis lors de cette répression policière de 1924, la reconnaissance du fait que c'est un crime contre l'humanité et même des réparations économiques qui ont été données aux descendants des victimes de ce crime-là. Donc, l'idée est que cette brigada serve non seulement pour les questions liées au passé dictatorial, c'est une prééminence effectivement dans la muséographie, mais pas que. Je suis désolée, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai un petit peu dépassé. Je vous prie de m'excuser, que ça a été relativement clair et bien entendu, je serai disposée à échanger par la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci Nadia pour cette présentation très très riche. Je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de liens et avec la présentation d'Audrey et de Julie que je vais présenter tout de suite pour leur donner la parole et qu'on puisse donc continuer avec le cas du Canada. Donc Audrey Rousseau est professeure agrégée de sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais et elle se spécialise dans les études des processus mémoriels, parmi lesquels les politiques de reconnaissance et les mécanismes de réparation d'injustices historiques liées aux violences coloniales et de genre au Canada et en Irlande. Depuis 2019, elle poursuit une recherche collaborative avec plusieurs organisations des Premières Nations afin de documenter de manière culturellement sensible et pertinente les disparitions et assassinats de femmes et de filles autochtones au Québec. Julie Bruno détient une formation en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Elle était membre étudiante de l'Institut de recherche en études féministes et du Centre de recherche culture, art et société. Sa recherche à la maîtrise portait sur Walking with Our Sisters, une exposition collective commémorant les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et, disparues et assassinées. Elle est travailleuse culturelle dans le milieu des arts visuels et occupe actuellement le poste de co-direction générale, volet administration, dans le Centre d'artistes L'Atelier Circulaire à Montréal. Depuis 2021, elle étudie au programme d'EDS en gestion d'organismes culturels. Et donc, je pense, et Audrey et Julie vont nous parler justement de cette exposition Walking with Our Sisters, c'est de manière plus large de la représentation des féminicides au Canada et donc de la représentation muséographique de ces féminicides. Merci beaucoup encore une fois, Nadia, et merci à vous deux, Audrey et Julie, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous donne la parole. Alors, merci pour l'invitation à vous tous et toutes. Merci d'être présents aussi virtuellement. Merci à Nadia qui a brisé la glace. Alors, notre présentation, moi et Julie, traitera du féminicide autochtone au Canada à travers le cas de figure de l'exposition Walking with Our Sisters. Alors, sans plus tarder, là, bien sûr, en raison de la nature du sujet abordé, qui traite de thèmes difficiles, délicats et sensibles, qui touchent des crimes graves contre les personnes, les femmes, les filles et les collectivités autochtones, on ne peut pas passer sous silence, justement, la question du non-respect des droits des personnes et aussi de penser l'ancrage géographique, la temporalité et le qui parle. Donc, c'est pourquoi, en tant que chercheuse et citoyenne non autochtone, qui ont construit, bien sûr, des relations significatives eu égard aux luttes menées par les peuples autochtones au Québec et au Canada, on vous invite et on s'invite mutuellement à prendre un instant pour reconnaître les gardiens et gardiennes des territoires, des eaux, des savoirs ancestraux où nous sommes réunis virtuellement. Et justement, à cet égard-là, il y a un outil ici que vous pourrez aller peut-être consulter plus tard, Native Land, qui vous permet donc de vous représenter un peu différemment à travers tant les occupations du quotidien, dans le travail, la vie personnelle, etc. Donc, en lien avec les grands enjeux rencontrés par de nombreuses sociétés du Nord, bien sûr, à l'égard de l'histoire coloniale, au peuple premier et notre responsabilité de sortir de nos zones de confort. Alors, moi, je me positionne à Gatineau, en Outaouais, au Canada, donc en territoire non cédé Anishinaabe.
Et Julie nous joint à partir de Tiohtià:ke, Montréal, territoire Kanien'kehá:ka, Mohawk, si vous préférez. Donc, moi et Julie, nous sommes privilégiés, bien sûr, en tant que femmes blanches instruites détenant le pouvoir de parler en public. Nous ne nous substituons pas aux associations, aux nations ou aux femmes autochtones qui militent depuis des décennies sur ces enjeux des droits humains, mais nous prenons au sérieux notre implication d'allier aujourd'hui et de visibiliser donc ces violences envers les femmes, les filles et les personnes de la diversité sexuelle et de genre autochtone. Alors, sans plus tarder, le plan de notre présentation. Donc, il y aura une mise en contexte socio-historique et politique très brève. Et donc, on aura des questions, j'imagine, dans la période de questions. Et on va davantage explorer l'exposition Walking with Our Sisters et le dispositif muséal. Donc, très rapidement, parce que le temps est compté, je vais tout de suite passer à la mise en contexte, parce qu'encore une fois, comme l'évoquait Nadia, oui, tout le monde ne connaît pas nécessairement le Canada et peut-être encore moins où se situent les peuples autochtones. Et donc, quand on parle d'autochtones au Canada, ça désigne les peuples premiers d'Amérique du Nord, ici, et de leurs descendants. La Constitution canadienne de 1982 reconnaît 3 groupes donc de peuples autochtones, les Premières Nations, anciennement appelés Indiens ou Amérindiens, mais c'est des termes tombés en désuétude, les Inuits, qui sont au nord du 55e parallèle, et les Métis, communauté historique métisse, donc principalement dans les prairies. Donc, 3 groupes distincts avec leur propre histoire, leur propre langue, pratiques culturelles, croyances, etc., et bien sûr, revendications territoriales. Alors, c'est très bref, mais voilà, ça met un peu la table. On va vraiment plonger dans le phénomène des disparitions et assassinats des femmes, des filles et des personnes autochtones associées à cette très longue acronyme qui est 2 esprits, donc Two Spirit ou bispirituel, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer en questionnement, intersexe, asexuel, etc. Alors, donc, ce phénomène de disparition-là a cru, et c'est important de comprendre que les populations autochtones au Canada, donc dans l'ensemble, ça représente environ 5% de la population canadienne. C'est des chiffres qui datent de 2021. Et donc, il y a une augmentation croissante des gens qui s'identifient autochtones au Canada. Donc, au plan démographique, c'est quand même important, mais en même temps, ça représente 5%. Donc, ce n'est pas, par exemple, les chiffres qu'on peut avoir, par exemple, en Australie ou ailleurs dans le monde qui sont le plus importants. Donc, au Canada, les statistiques montrent que les femmes autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être assassinées ou portées disparues qu'une des femmes non autochtones. Donc, encore une fois, je vais revenir un peu sur des chiffres dans un instant, mais c'est donc important de saisir justement que ce rapport aux disparitions et aux assassinats, c'est vraiment très complexe et multidimensionnel, mais pour vraiment cadrer aujourd'hui pour notre présentation, je vais vraiment aborder la notion, l'appréhension, la conceptualisation de cette idée de disparition, okay, qui est un peu moins objective ou tangible ou facilement identifiable qu'un homicide, par exemple, qui a une définition un peu plus stricte, si on peut dire, et des données aussi statistiques beaucoup plus tangibles sur cette question-là. Donc, la notion de disparition, comme l'évoque Femmes autochtones du Québec dans un rapport de 2015, dès le contact avec les colons européens, la place et les savoirs des femmes autochtones ont été dévalorisés. L'oppression coloniale et de genre a incontestablement laissé des traces, donc tant au niveau de la dépossession territoriale, de la marginalisation socio-économique et évidemment des violences contre les femmes et les filles, les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Mais pourquoi donc, c'est pourquoi cette association-là avance que le sens de la définition de disparition est plus large dans ce contexte-là que les lois, reconnaissent finalement les lois canadiennes au niveau de cette notion de disparition. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, une personne enlevée au 17e siècle, parce qu'on sait qu'il y avait la traite des personnes autochtones et noires, notamment afrodescendantes au Canada et au Québec. Donc, par exemple, une personne enlevée au 17e siècle pour être mise en esclavage, tout comme une personne décédée par suicide au 21e siècle, est pensée comme absente, disparue de ses relations, du territoire qu'il a vu naître. Et ça justifie justement par la perpétuation d'institutions et de politiques et évidemment d'une volonté coloniale raciste et sexiste finalement d'annihiler aussi les populations autochtones ou de les marginaliser ou de les incorporer au corps politique canadien. Et donc, qui reproduit ces contextes de vulnérabilité-là qui expliquent une surreprésentation justement de ces populations-là au niveau des homicides et des disparitions. Je mets très rapidement, c'est difficile de chiffrer, comme je l'ai évoqué, le phénomène en tant que tel, disparition et assassinat, et ou assassinat, ça dépend. Mais donc, c'est une tâche pratiquement impossible. Même les experts sur la question ne réussissent pas à s'entendre, ne réussissent pas à chiffrer le nombre. La question du nombre, il y a des problèmes dans les irrégularités au niveau des collectes de données policières, au niveau de l'identification de l'identité autochtone en tant que telle. Et donc, on parle de milliers de vies, de plusieurs milliers de vies.
de femmes, filles, personnes bispirituelles perdues. Et donc, ce graphique-là, ça nous permet, là, dans une périodisation de 2015 à 2020, de vraiment saisir un peu cette idée-là de croissance de cette surreprésentation-là au niveau des taux d'homicide par 100 000 habitants. C'est ce que vous voyez en la flèche sur autochtones et non autochtones. Vous pouvez comparer. Et donc, on voit que bien sûr, le phénomène est croissant, mais surtout, encore plus pour les hommes autochtones, et ça, ce sera un autre dossier qu'on pourra aborder en période de questions, mais la surreprésentation aussi des femmes autochtones en comparaison aux femmes non autochtones. C'est là que c'est au moins 6 à 12 fois plus prégnant au niveau des homicides. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors je poursuis ici cette mise en contexte au niveau des enjeux de reconnaissance. Donc, les luttes pour la reconnaissance sous-jacentes à ce phénomène-là qui s'échelonne depuis des siècles, comme je l'ai évoqué, qui a dévalorisé, précarisé, annihilé les vies d'Autochtones, et notamment de femmes, de filles, personnes bispirituelles, amené des organisations, bien sûr, de femmes autochtones depuis 30, voire 50 ans, à sortir sur la place publique, organiser des vigiles, des marches, des pétitions, des mémoires déposées en chambre des communes, etc. Donc, il rencontrait plusieurs résistances politiques, sociales, notamment liées à la méconnaissance, l'ignorance et bien sûr des formes d'indifférence de justement ces réalités-là. Une forme de banalisation aussi et de victimisation qui était liée au fait que oui, mais trois petits points, ces personnes-là étaient dans des conditions à risque, etc. Donc, encore une fois, on banalise les pertes de vie humaines en fonction de ce qui, justement. À titre d'exemple, des préjugés, stéréotypes et négatifs et tenaces qui, justement, justifient la perpétuation des inégalités systémiques et des violences institutionnelles, coloniales de genre et de classe, bien sûr, envers les personnes autochtones et notamment les femmes. Je donne à titre d'exemple que malheureusement, en 2024, on va probablement arriver à près de 50% des personnes détenues dans les prisons fédérales canadiennes qui vont être des femmes autochtones. Rappelons-nous que les femmes autochtones représentent 5% des femmes, de la population femmes au Canada. Et elles vont représenter 50% des détenues féminines. Donc, déjà là, je pense que c'est un cas d'exemple en quoi, justement, cette discrimination systémique se joue dans toutes sortes de dimensions de nos systèmes institutionnels au Canada. Je poursuis. Donc, oui, au niveau de l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues assassinées, qui a eu cours entre 2016 et 2019, bien sûr, qui visait à vraiment documenter, identifier les causes systémiques de ces violences à l'égard des femmes et des filles autochtones, mais aussi de rendre compte de politiques et de pratiques institutionnelles qui pouvaient éventuellement mener à des formes de préservation de la vie humaine et donc de prévention. Il pourrait s'avérer efficace pour réduire ces violences-là et accroître la sécurité des femmes. 231 appels à la justice dirigés envers les gouvernements, les institutions, les fournisseurs de services sociaux, l'industrie extractive, l'ensemble des Canadiens, etc. Donc, c'était très vaste. Il identifie plusieurs facteurs que je ne lirai pas qui mènent à la perpétuation de ces violences-là que vous voyez ici énoncées et 4 volets qui étaient des volets qui impliquent justement ces appels à l'action, donc au niveau du droit à la culture, droit à la santé, droit à la sécurité, droit à la justice. Donc, encore une fois, très vaste programme je vous invite à aller lire le rapport vraiment publié en 2019 sur cette question. Et aussi, encore une fois, tel que le disent les commissaires de l'enquête nationale que je viens de vous présenter dans le rapport de 2019, elle mentionne donc les commissaires, il y avait un « il » aussi, donc mais majoritairement des femmes commissaires, que les discriminations et violences spécifiques envers les femmes et les filles autochtones au Canada, donc comment ça s'explique, c'est que malgré les circonstances et les contextes variables, comme j'évoquais tout à l'heure, et on peut y revenir à la période de questions, tous ces meurtres et disparitions ont en commun la marginalisation économique, sociale, politique, le racisme, la misogynie qui font partie intégrante du tissu canadien, social canadien. Et aussi, il faut expliquer que cette dure réalité aussi qu'on vit dans le pays, autochtone, non autochtone, mais qui vise vraiment ici spécifiquement les femmes et les filles, les personnes bispirituelles, c'est lié à des lois, à des institutions qui perpétuent cette violation-là, justement, des droits fondamentaux. Et donc, ils affirment qu'il y a eu et a continuellement un génocide envers les femmes et les filles autochtones. Et je ne vais pas m'attarder sur ce cadre conceptuel-là du génocide. On peut y revenir. Nous, ce qu'on va proposer pour notre présentation, c'est un cadre conceptuel du féminicide. Et donc, comme le dit l'anthropologue Marie Labrec, qui a longtemps travaillé sur les féminicides et l'impunité envers les femmes assassinées à Ciudad Juárez au Mexique, elle, dans une entrée un peu terminologique ici que je vous remets à l'écran, elle parle donc d'une première définition très, disons, stricto sensu, cette idée très élémentaire du féminicide qui serait le meurtre misogyne des femmes, et notamment par les hommes. Par la suite, elle développe un petit peu sur une autre conceptualisation du féminicide qui pourrait être justement le point d'aboutissement ultime d'un continuum de violence et de terreur, passant par le viol, par bien sûr des agressions physiques de toutes sortes, etc. Et 3 facteurs aussi qu'elle souligne dans cette définition-là qui sont justement à l'œuvre et qui se combinent pour rendre possible ces féminicides-là, à savoir, premièrement, le manque de respect des droits humains
des femmes, qui implique justement donc qu'elles ne sont pas en sécurité. Deuxièmement, l'impunité dont bénéficient les meurtriers, hein. Encore une fois, les perpetrators, comme on dit souvent en anglais. Troisièmement, l'irresponsabilité des autorités et surtout de l'État, eu égard justement à répondre de ces crimes contre les personnes. Donc, en conclusion, parce que je vais céder la parole à Julie pour ma partie, donc cette définition-là du féminicide, comme l'évoque Labrec, dans le fond, elle ouvre sur deux voies convergentes et complémentaires, à savoir qu'il faut analyser, il faut avoir des perspectives intersectionnelles pour mieux comprendre ces violences-là, et il faut aussi, bien sûr, adresser les revendications sur le plan légal et institutionnel qui confrontent directement l'État. Alors, on espère qu'avec aussi le cas de figure, l'étude de cas qui s'en vient avec Walking with Our Sisters, on va pouvoir continuer d'essayer de penser ces dimensions-là un peu complémentaires. Je vous remercie, puis la parole est à toi, Julie. Merci Audrey. Donc, je prends le relais pour vous faire une brève incursion dans l'univers de Walking with Our Sisters, qui est, comme mon titre l'indique, une installation commémorative artistique pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Alors, le projet naît en 2012, initié par l'artiste et activiste métisse Christy Belcourt, en réaction au phénomène incessant des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Du lot alarmant d'affiches qu'elle voyait circuler tant sur les réseaux sociaux que sur les abords des autoroutes, une photographie l'a particulièrement bouleversée et c'est celle qui contenait le visage de deux jeunes femmes algonquines, Maisie Odjick et Shannon Alexander, deux femmes qui ont été extrêmement médiatisées pour leur disparition dans la région de Maniwaki au Québec. Et ces deux jeunes filles lui rappelaient en fait les traits de sa propre fille. À ce moment-là, elle lance un vaste appel public via ses réseaux sociaux dans le but de rassembler des empeignes de mocassins qui sont en fait la partie supérieure de la chaussure qui est traditionnellement décorée selon différentes techniques, notamment le perlage. Et ce, dans le but de rendre hommage aux vies inachevées et interrompues de ces centaines d'êtres chers. Un an plus tard, en 2013, la réponse fut considérable et hors d'attente. C'est environ 1763 paires d'empeignes de mocassins qui furent envoyées par approximativement 1300 participants et participantes. L'intégralité de ces œuvres s'est retrouvée dans une installation commémorative itinérante où elles furent placées à même le sol afin que le public puisse marcher côte à côte avec les femmes, les filles et les personnes bispirituelles représentées, donnant tout son sens au titre Walking with Our Sisters qui signifie « Marchons avec nos sœurs ». Pour approfondir mes recherches sur Walking with Our Sisters, j'ai formulé la question suivante, qui s'ancre dans une perspective féministe intersectionnelle et de décolonisation. Alors, comment cette installation commémorative permet-elle d'ouvrir un espace de valorisation identitaire et de prise de pouvoir par et pour les femmes autochtones? Christy Belcourt explique que les artistes, qu'elle appelle aussi des gardiennes, ont manifesté dès les débuts du projet un intérêt pour accueillir l'exposition localement. Ainsi, la structuration de Walking with Our Sisters vise la décentralisation et l'horizontalité, permettant aux communautés de s'organiser afin de devenir l'hôte de l'exposition. Elle fut présentée dans 27 lieux de 2013 à 2019 et a sillonné le territoire du Canada et des États-Unis en n'étant transportée que par des voies terrestres. À l'automne 2015, au moment de la venue de Walking with Our Sisters à Ottawa, j'ai réalisé une enquête de terrain et en participant activement comme bénévole sur place. J'ai aussi par la suite mené des entrevues semi-dirigées avec 11 femmes qui ont contribué dans le projet. Alors pour la communication, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter une mise en relief des notions d'art, de communauté et de cérémonie qui met en parallèle les propos des participantes. Afin de décoloniser l'histoire de l'art, Ruth Phillips propose de voir les pratiques artistiques autochtones. Je suis désolée, je vais juste m'éclairer la voix. Donc, Ruth Phillips propose de voir les pratiques artistiques autochtones en confrontant les conceptions idéologiques coloniales. C'est en ce sens que de nombreux auteurs et artistes autochtones invitent à situer l'art au sein des épistémologies autochtones, au travers des histoires, les traditions et les savoirs. Les créations culturelles, selon France Trépanier, peuvent être destinées à avoir une utilité sociale.
elle réactive un sentiment d'appartenance avec les générations passées, les ancêtres, les aînés et toutes les relations, et ce, autant pour les artistes qui créent les œuvres que pour ceux et celles à qui ces créations sont destinées. Ces œuvres sont donc la preuve indéniable que les artistes autochtones, tout comme leur communauté, sont à l'origine d'une vitalité culturelle foisonnante. Ce qui me permet de commencer par ma première citation. Ces empeignes sont des œuvres d'art, mais on peut aussi les considérer, les voir comme des objets sacrés. On peut donc les considérer comme une forme d'art sacré. Il s'agit d'un objet physique qui a été guidé par l'émotion humaine et qui tente de communiquer quelque chose de manière non verbale. Ces empeignes sont porteuses d'un message puissant, créé par les mains des artistes. Donc, il y a une part de l'artiste qui se retrouve aussi dans l'œuvre, tout comme le temps investi. Bref, tout est lié ensemble. Le processus de création des empeignes force l'artiste à prendre un temps d'arrêt pour penser à un être cher disparu. L'acte de perler est un geste réparateur puisqu'on lui investit humblement ses affects dans un ouvrage qui est offert à la collectivité. L'œuvre est réfléchie comme une métaphore et le symbolisme utilisé par chaque artiste permet de rendre compte du souvenir d'une personne aimée. Bellecour soulève que le nombre élevé d'empeignes envoyés renvoie au fait qu'on ne connaît pas exactement le chiffre des femmes, des filles et des personnes bispirituelles qui sont disparues depuis les débuts de la colonisation et dont les vies n'ont jamais été soulignées en cérémonie. Une participante m'a expliqué qu'en faisant de l'acte d'honorer le critère unique de sélection des œuvres, cela a permis l'inclusion intégrale et horizontale de toutes les œuvres dans l'installation, en dépit de la maîtrise technique ou des qualités esthétiques. Le choix même du médium de l'empeigne perlée par Bellecour renvoie à une tradition artistique autochtone qui est plus ou moins exclue de l'histoire de l'art canadienne. En prenant le médium du perlage, Bellecour réactualise une lignée intergénérationnelle d'artistes femmes autochtones qui ont su préserver une tradition leur permettant à la fois de s'ancrer dans le passé et de se projeter dans le futur. En invitant à réinvestir massivement cette tradition artistique, Bellecour met de l'avant une autre narration de l'histoire des femmes autochtones, dans laquelle elles occupent un rôle actif dans la construction de leur identité collective. Elles sont, en ce sens, des agentes de transmission de cette mémoire. C'est ainsi qu'on m'a raconté, qu'on m'a présenté l'idéation du concept de Walking with Her Sisters. Christy Bellecour a eu un rêve dans lequel elle était dans une salle où se trouvaient des femmes debout en rangée et d'autres dansaient. Il y avait un élément de présence, un élément de célébration. Et donc, toute personne qui entre dans l'installation de Walking with Her Sisters entre dans une célébration comme on fait lors de funérailles. Une célébration de la vie des personnes disparues qui n'ont pas eu cette chance ou bien dont la vie a été dénigrée par les forces de l'ordre, par les politiciens et j'en passe. Alors, de cette façon-là, c'est une exposition qu'on peut dire politique. Chaque personne qui entre dans la pièce entre dans la cérémonie et est solidaire avec les personnes disparues ou assassinées. Dans Walking with Her Sisters, la mise en place de protocoles culturels assure que l'espace de l'installation devienne une loge sacrée pour accueillir les empeignes. Le sol est d'abord recouvert de cèdre, puis d'un tissu rouge sur lequel est déposé les sœurs, et finalement un tissu gris qui délimitera le passage du public. Tracy Baird défend que l'installation artistique peut se comprendre au travers du concept de cérémonie. Elle définit la cérémonie non pas comme un phénomène culturel, mais comme un système de savoir. Baird en retire les outils pour se comprendre et comprendre sa communauté. Elle évoque notamment la responsabilité, la mémorialisation, les protocoles, les histoires et la création de liens. Cela permet de valoriser donc cette notion de relational accountability et c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai été à Ottawa. Donc, chaque bénévole qui s'impliquait dans le projet devait faire un engagement réciproque et consentir à respecter les protocoles autochtones, ce qui leur permettait d'être accueillis avec une ouverture bienveillante. Cet échange se manifestait aussi dans la relation entre le public et les femmes autochtones qui étaient attitrées à l'accueil, qu'on appelait aussi les gardiennes. D'un côté, le public était invité à honorer les vies des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones et de se conscientiser à ce phénomène, et de l'autre, on assurait qu'il y avait une prise en charge des réactions par le public.
Donc, des réactions qui étaient très émotives. J'ai vu de la colère, j'ai vu de la tristesse, j'ai vu de la déstabilisation aussi. Une autre participante a expliqué l'importance des jeunes, des femmes et des personnes bispirituelles au sein de Walking with Her Sisters. Alors, elle dit « Je pense que Walking with Her Sisters est une opportunité pour la jeunesse et les femmes de prendre pouvoir et de manifester leur résurgence. Dans la loge, c'était les femmes et les personnes bispirituelles qui ont pris soin de tout. C'était leur espace sécuritaire. Bien sûr, nous avons aussi besoin des hommes. Nous ne pouvons faire le travail seuls. Mais il s'agit surtout de retourner à nos systèmes de gouvernance traditionnels, qui étaient pour la plupart menés par des femmes. Et lorsque nous arriverons à ce moment où les femmes seront à l'avant-plan, pour beaucoup d'entre nous, cela voudra dire que nous pourrons guérir, que les gens comprendront la signification même de la guérison, parce que c'est directement lié à cette reprise de pouvoir par les femmes et ce virage vers nos façons de faire traditionnelles. Lors de ma présence à Walking with Her Sisters, j'ai pu effectivement réaliser que les femmes occupaient un rôle actif central. Elles se sont chargées de planifier l'installation, de former les bénévoles, d'assister au montage, de préparer les poches de tabac qui étaient distribuées au public, de disposer les gerbes de cèdre pour purifier l'espace, de veiller sur les empeignes et les placer dans la galerie, de chanter, de jouer du tambour, de raconter des histoires, de faire la fumigation à la sauge, et etc. Tel que l'avance l'auteur Laurie McNeill, les installations commémoratives artistiques traitant des femmes autochtones disparues confrontent les codes traditionnels nationalistes du monument commémoratif en introduisant ce que j'appelle une contre-mémoire, c'est-à-dire une mémoire non officielle. Les commémorations, dans leur plus vaste manifestation, font se chevaucher tant le deuil personnel et public que les mémoires individuelles et collectives. La célébration de ces rituels funéraires montre que le contexte culturel et les idéologies structurent les communautés, déterminant quelle vie et quelle mort seront reconnues socialement. Mais la mémoire est un processus narratif provenant d'un imaginaire constamment réactualisé plutôt que d'un ensemble de faits uniques et immuables. McNeill soulève qu'il existe des stratégies de résistance créatrices utilisées par les proches des disparus et par des artistes autochtones afin de s'assurer qu'elles ne tombent pas dans l'oubli et qui prennent place en périphérie des rites conventionnels publics. L'art détient alors le pouvoir de guérir et d'inciter à l'action. De la même façon, les participantes m'ont amené à comprendre que Walking with Her Sisters permet une mise en récit du vécu de milliers de personnes touchées par le féminicide autochtone dans un contexte sécuritaire et culturellement approprié. Comme l'explique cette participante, nous ne connaissons pas les histoires contenues dans toutes les œuvres, mais il y a une histoire. Il y a une vraie personne à qui ces empeignes sont reliées, une personne vraie, vivante, qui respire, qui rit, qui pleure et qui aime, qui mérite d'avoir quelque chose de magnifique, qui mérite d'être honorée pour sa courte vie sur Terre, peu importe de la façon qu'elle a vécu, sans jugement. Des êtres chers à cette personne disparue ou morte ont offert des empeignes pour elle. À mon avis, Walking with Her Sisters était un grand signe de générosité, un symbole de don et de gentillesse et une formidable rivière de guérison. Des milliers d'empeignes, j'ai choisi de terminer donc cette prise de parole avec la paire suivante, une œuvre de Tracy Bear qui explique qu'elle a représenté l'importance du tissage intergénérationnel en représentant deux femmes, une mère et une grand-mère, qui portent chacune en leur sein un enfant et qui se tendent la main. Ce qui me permet de conclure cette présentation avec cette citation. Donc, les empeignes, c'était aussi célébrer le futur, c'était l'espoir. Si on ne prend pas conscience du passé, on ne prend pas la responsabilité du présent et du futur. Walking with Her Sisters, c'est des funérailles publiques, communautaires, individuelles. Chaque personne qui vient en fait son deuil. On en fait le deuil parce que c'est tellement émouvant qu'on ne peut pas faire autrement, même si c'est simplement de faire le deuil de son innocence. Donc, merci.
Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation extrêmement enrichissante, elle aussi, comme celle de Nadia. Et donc, je vais peut-être commencer en essayant de lier les deux présentations sur une question commune qui va me permettre également et peut-être de parler un tout petit peu Sanauria, et donc que Luis Miguel a évoqué au début de la présentation que nous avons fait du séminaire. Donc, Sanaduría, Mediaciones para tejer sentidos plurales de la paz ou Médiation pour tisser des sens pluriels de la paix, c'est une exposition que nous avons réalisée, donc une exposition que j'ai réalisée avec Salima Koure, et anthropologue donc en Colombie, et c'est une exposition du Centre de pensée pluralisar la paz, et à travers laquelle nous avons souhaité justement montrer et donc comprendre quels sont les sens de la paix pour des peuples autochtones, pour des membres de 5 peuples autochtones en Colombie et pour des survivants du conflit armé et de l'association ASOIS, l'association de victimes et de survivants du nord-est de l'Antioquia. Et donc, cette exposition nous a permis de mettre en place en fait une méthodologie spécifique qui a été une méthodologie d'une part collaborative et d'autre part participative. Non, collaborative dans le sens de collaboration entre différentes disciplines et puis participative parce qu'elle nous a permis donc de dialoguer avec des membres des peuples autochtones et des survivants du conflit armé et c'est eux qui ont été vraiment protagonistes dans la mise en place du contenu conceptuel et matériel de l'exposition. Donc, cela résonne beaucoup avec ce que tu viens de présenter, Julie, et je pense que c'est essentiel et parce que du coup, ça m'amène à me poser la question sur ces méthodologies, sur la manière dont la muséologie elle-même, elle est impactée en fait par les questions qu'elle traite, c'est-à-dire comment elle évolue et justement du fait de faire mémoire des conflits, qu'ils soient coloniaux ou des dictatures, etc., et comment d'une muséologie qui peut sembler justement dans le cas de l'autochtonie représenter des identités fixes, un peu romantiques, etc., et exotiser non, et les peuples autochtones ou entre autres choses qui sont complètement coloniales du coup, elle évolue pour faire des peuples autochtones des acteurs de cette muséologie. Donc comment il y a des nouvelles visualités qui sont introduites au sein de l'espace. Et donc ce que vous disiez Audrey et Julie et me faisait vraiment penser, par exemple, au fait que le musée, que l'exposition que nous avons mis en place avec le centre de pensée, et c'était vraiment un musée qui pouvait se toucher, qui pouvait se ressentir, et à travers lequel tous les sens étaient présents, en fait, et qui invitait les participants et participantes et qui venaient, donc les visiteurs, visitantes du musée, à intervenir au sein des objets et à interagir avec eux. Donc voilà, ma question, elle porte sur ces nouvelles méthodologies, sur cette nouvelle muséologie. Qu'est-ce que vous en dites? Et en Colombie, nous, on parle de muséologie territorialisée, de muséologie rebelle, qui, à mon avis, sont aussi des muséologies constructrices de paix ou qui peuvent nous amener à penser et la paix d'une certaine manière, puisqu'elles mettent en cause justement ces structures coloniales qui sont productrices de conflits, de conflits politiques, de guerres civiles, de guerres, etc. Et pour faire le lien peut-être avec Nadia, et tu disais Nadia qu'il y avait donc dans le lieu, dans l'espace donc de mémoire que tu nous as montré, il n'y a pas d'altération d'un point de vue esthétique, justement parce que c'est un endroit de preuve, non? De preuve judiciaire, etc. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'il y a de ne pas altérer ce lieu? Est-ce que ça veut dire autre chose? Et peut-être alors de le visiter et donc, est-ce que les gens commencent ils s'approprient cet espace et s'ils se l'approprient? Voilà, un tout petit peu ma question. Et après, je donnerai la parole à Luis Miguel également pour les signes. Pour répondre à ce que tu disais, à ta question, Laura, oui, effectivement, la preuve matérielle, ça s'est beaucoup posé à partir du moment où il y a eu une ouverture des procédures judiciaires. Aujourd'hui, c'est moins le cas puisque la plupart des procédures judiciaires du Chaco, qui étaient en lien notamment avec cette massacre des Margarita Belén, se sont finies, même s'il me semble qu'il y en a une qui est encore en cours là depuis l'année dernière. Mais donc, le lieu, ça y est, les anthropologues ont travaillé dedans. Enfin, tout le travail judiciaire, disons, a été fait qui est nécessaire. Maintenant, il y a une volonté de montrer que c'est une preuve, c'est une preuve parce que des procédures peuvent encore avoir lieu, parce qu'il y a une volonté aussi de montrer que c'est pas parce que ça s'est passé il y a X temps qu'on ne peut pas juger. Et après, je pourrais faire le lien, si vous voulez, un peu plus avec Napalpi, que j'ai évoqué trop rapidement, mais où il y a eu pas une procédure judiciaire au sens classique du terme, c'est-à-dire pas avec des condamnations, puisque les responsables sont tous décédés aujourd'hui, mais il y a eu ce qu'on appelle un juicio por la verdad,
c'est-à-dire un procès pour la vérité, ce qui avait déjà été mis en place à partir de la fin des années 90 dans le cas de la répression dictatoriale. Je fais une parenthèse dans une minute, je réponds d'abord à ta question. Bien sûr qu'il y a une volonté aussi de montrer quelles étaient les conditions dans lesquelles les personnes étaient détenues. C'est aussi pour ça qu'il y a une volonté de ne pas altérer le lieu. Alors, c'est une singularité, c'est quand même assez singulier en Argentine, le fait que ces commissions provinciales ou ces lieux soient dans des anciens centres clandestins de détention. Une des particularités, par exemple, et c'est le cas aussi dans le Chaco, c'est que très souvent, des personnes qui ont été détenues dans le lieu sont les guides aussi qui vous font visiter le lieu. Donc, ce qui est assez particulier, parce qu'on se demande parfois comment ils font pour revenir dans cet endroit. Enfin, voilà, et ça, c'est par contre, on ne l'a pas qu'au Chaco. Donc, ils veulent montrer, voilà où on était, voilà comment ça s'est passé, voilà parfois où j'ai été torturée, voilà où j'ai vu ma conjointe, mon épouse, etc. Enfin, des choses qui sont très dures, très, très lourdes à entendre, mais que eux arrivent d'une certaine manière à gérer pour pouvoir ensuite transmettre le récit de ce lieu et parler plus largement de la répression. Enfin, voilà. Il y a aussi un acte militant derrière tout ça, hein. Beaucoup étaient des militants plutôt de la gauche, de tout type d'organisation, pas seulement des organisations armées, des syndicats, des partis politiques, etc. Donc il y a la volonté de faire aussi, de poursuivre ce militantisme-là. Donc oui, il y a une volonté autre que la question de la preuve dans la non-altération. C'est aussi pour ça que ça passe, et je le regrette parce que voilà, j'ai pas pu me montrer, ça passe aussi beaucoup par des représentations artistiques. Il y a régulièrement effectivement des expositions. Je vous ai montré ce tableau de Juan José Cabral, qui était donc un étudiant qui est mort en 69 lors d'une répression, donc avant la dictature. Mais ça passe souvent aussi par ces représentations-là, même par exemple pour représenter les agents de la répression. C'est-à-dire les personnes qui ont commis ces crimes, ils très souvent sont représentés non pas par des photos, mais par des dessins. Il y a même une bande dessinée qui avait été faite lors d'un premier procès. Il y a eu toute une exposition à laquelle j'avais assisté qui était là en 2014, donc au moment de ce procès. Donc ça passe aussi beaucoup par ces représentations-là. Et c'est ça aussi qui fait que les expositions peuvent changer dans certaines salles. Il y a des salles immuables. Massacre de Margarita Belém Santuchan ne bouge pas. Les victimes de cette massacre-là, c'est une salle qui ne bouge pas. Mais par contre, il y a d'autres salles dans lesquelles on peut avoir des expositions un peu itinérantes. Et quand j'y suis allée en 2012, il y avait une exposition sur la massacre de Napalpí, donc ce massacre des populations indigènes de 1924. Et toute l'exposition, c'était en fait des tableaux qui avaient été réalisés notamment par des enfants et par des étudiants qui évoquaient leur vision de ce qu'on écoutait, de ce qu'ils avaient entendu à l'école, notamment sur ce massacre-là, sur ce fait-là. Alors qu'en 2012, toute la procédure qui va suivre et qui va faire qu'aujourd'hui, l'État argentin reconnaît la massacre de Napalpí comme un crime contre l'humanité, commençait à peine à démarrer puisque ça s'est surtout accéléré à partir de 2014. Donc il y a une volonté très militante par rapport à tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Très bien, Nadia, c'est super. Et juste, je viens de penser à une chose. Est-ce que de la Viana réticence également à appeler cet endroit un musée ou c'est autre chose? Dans le cas du Chaco, ça n'a pas été un débat. Ils l'ont appelé tout de suite un musée Casa. Bah, après, c'est les deux, hein. Museo Casa por la Memoria. Rosario, il refuse d'utiliser le mot musée, par exemple. C'est espace pour la mémoire. Même l'ESMA, qui est donc le plus gros centre clandestin de détention, qui est aujourd'hui devenu patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, c'est Museo ex ESMA. Donc on reprend tout. Les débats sont plutôt pour l'idée de on ne veut pas figer les choses. Généralement, les structures ou les associations, les organisations qui refusent, c'est parce que pour eux, le mot musée, ça veut dire que ça fige. C'est leur interprétation. C'est pas voilà. Donc ceux qui refusent de l'utiliser, généralement, c'est on refuse de figer, donc on refuse le terme musée. Avec le mot espace, qui est plutôt le mot qui est utilisé dans ces cas-là, il y a l'idée il y a une circulation, il va y avoir un changement, une évolution, un militantisme qui va se poursuivre plus largement pour la défense des droits de l'homme, ce qui peut inclure les populations autochtones. Je rappelle qu'en Argentine, on estime aujourd'hui à 3% environ la population autochtone du pays, puisqu'elle a été largement décimée, notamment au 19e siècle, plus au sud surtout, hein, avec ce qu'on a appelé la Campaña del Desierto, hein. Donc, on est sur une autre configuration qu'au Chili, par exemple, ou au Bolivie, pour les voisins. Est-ce que Julie, tu voulais répondre à la question sur la muséologie, la méthode? Ben, en fait, en écoutant aussi l'intervention de Nadia, je trouve qu'il y a un pont à faire avec la présentation que je viens de faire sur l'exposition de Walking with Her Sisters, où, en fait, le processus communautaire est vraiment au cœur de
de la création du dispositif d'exposition. Donc, ce qui a donné comme résultat peut-être un dispositif qui est assez unique dans la mesure où on présente des œuvres au sol, la dimension aussi rituelle dont je faisais référence dans ma présentation, qui est vraiment qui est au cœur aussi de l'installation. Bref, quand on parle de muséologie, pour revenir à cette dimension, ce concept de muséologie critique, je pense que c'est primordial de se poser la question de qui porte le processus. Et puis, dans le cas de Walking with Her Sisters, ben, on voit clairement que puisqu'il s'agit de communautés autochtones, que ce soit les femmes autochtones qui sont au cœur de la démarche, on voit donc que ça amène à réfléchir autrement le dispositif de l'exposition qui ne sert pas juste à des fins de présenter des œuvres, mais de vraiment créer un espace collectif de commémoration. Puis ça prend vraiment, c'est ça, donc son sens au travers de la démarche collective c'est ça qui permet de repenser les paramètres, on va dire, conventionnels ou habituels de la muséographie. Et merci pour vos présentations très passionnantes. Et donc, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est toutes les interférences de cette construction d'une représentation muséographique avec d'autres dispositifs, d'autres processus dans le temps et dans l'espace. Donc, on a parlé par exemple d'interférences avec d'autres violences dans la même région et la façon dont la représentation de ces violences et la mémoire de ces violences changeait avec le temps, la façon dont même les mobilisations autour de ces violences changeaient et évoluaient et prenaient appui sur ces nouvelles configurations. Donc, Nadia a employé l'expression de Vinadas, un événement critique, qui complète celle de Paul Ricoeur, un événement fondateur en négatif. Donc, on fait face là à des événements et, qui font plus qu'une bifurcation, qui marquent la vie des individus et des collectifs. Mais on a parlé aussi donc des interférences avec d'autres violences, donc dans le cas d'Audrey et de Julie, avec l'oppression coloniale. Et pour continuer dans cette même ligne, parce que c'est ça qui m'a vraiment frappé, on a aussi des interférences avec d'autres dispositifs. Donc, il n'y a pas uniquement la représentation de la violence qui va évoluer, qui va être transformée grâce à ce travail muséal, mais il y a également le dispositif lui-même qui va être d'une certaine manière saisi, traversé et même transformé par d'autres dispositifs. Donc, je retiens par exemple de Audrey et de Julie la manière dont l'enquête en FADA va du coup, c'est un dispositif nouveau, ad hoc, qui va avoir une influence sur l'émergence de cette représentation spécifique de ces cas particuliers de Working with Our Sisters. Mais il y a aussi d'autres dispositifs cinématographiques. Je pense particulièrement au film Rustic Oracle, donc de Sonia Boinspil-Wallo, qu'on a eu l'occasion de présenter et de débattre dans le cadre du congrès de l'IDEA à Lyon en juin dernier. Et donc, c'est une tradition cinématographique maintenant faite par les personnes issues de ces communautés elles-mêmes. Et ces films parlent aussi de la situation de disparition et de violences commises contre les filles et femmes autochtones, dans ce cas-là, et Mohawk, si je le prononce bien. Donc, je voulais avoir un peu plus votre regard sur ces interférences, sur la manière dont, si vous pouvez nous en dire un peu plus, sur la façon dont ces interférences vont et deviennent aussi l'objet de vos travaux directement. Si je peux me permettre, Audrey, juste de faire une petite introduction pour un peu resituer les différents éléments dont tu viens de parler, Luis Miguel. Juste pour dire que l'enquête nationale sur le phénomène de disparition des femmes et des filles autochtones au Canada, c'est une commission qui a été initiée en 2015. Donc, lorsque j'ai parlé de Walking with Her Sisters, c'était un projet d'exposition qui était déjà en fait en cours au moment où l'enquête nationale a été lancée.
Par ailleurs aussi, l'enquête nationale suit dans le temps une autre commission qui a été très importante, qui a été majeure en fait pour ce qui est de l'histoire des peuples autochtones au Canada, qui est la commission d'enquête Vérité et Réconciliation, qui traitait des différentes conséquences du colonialisme sur les populations autochtones, notamment des pensionnats autochtones. Donc, on parle de plusieurs récits traumatiques de violences qui ont été faites vis-à-vis les communautés autochtones au Canada. Dans la commission d'enquête Vérité et Réconciliation, puis ensuite dans la commission d'enquête sur les disparitions des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones au Canada. Donc ça, c'est une chose sur le plan, on va dire, national ou plutôt politique. Mais en parallèle de ça, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont artistiques, en fait, qui ont été initiées par des communautés. Et donc, l'initiative de Walking with Her Sisters s'est faite dans on va dire, dans un moment où la conversation publique sur le phénomène de disparition des femmes et des filles et des personnes bispirituelles autochtones était, on va dire, peu médiatisée. Donc, c'est venu, en fait, répondre à un besoin qui était communautaire et en parallèle de ça, c'est initié l'enquête nationale. Donc, c'est vraiment... Je veux juste resituer les choses pour montrer, en fait, qu'il y a différentes, on va dire, différents fils à suivre pour comprendre la complexité des initiatives communautaires et collectives qui ont été prises pour traiter de cet enjeu-là du féminicide autochtone. Donc, voilà, je cède la parole à Audrey. C'est formidable, Julie, merci. On est connectés parce que je voulais exactement dire ça. Fait que je vais juste rebondir là-dessus pour poser comme deux questions où, dans le fond, mettre à contribution un peu cette réflexion-là autour de ce qui se passe en parallèle, justement, dans ces interférences qu'a évoqué Luis Miguel, pour apprendre la terminologie. Donc, à savoir comment l'installation, justement, de Walking with Our Sisters s'est modifiée, tant dans le sens, dans sa portée, dans les gens qui participaient, etc., lors de la circulation, parce que tu as évoqué que ça, oui, ça avait débuté avant l'enquête nationale, mais aussi ça a circulé pendant. Et étrangement, ou du moins de manière très intéressante, ça a aussi pris fin à la fin. Donc, 2019, c'est aussi la fin de l'exposition Walking with Our Sisters, c'est la fin de l'EMFADA, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et on pourrait se questionner à savoir ce qui vient après la publication des résultats d'enquête, comme dans la majorité des enquêtes et des commissions d'enquête publiques sur des enjeux liés à des mémoires difficiles. Bon, donc, encore une fois, c'est ça, la question se pose à savoir qu'est-ce qui se passe après, parce qu'on sait aussi qu'avec la Commission de vérité et de réconciliation qui a déposé le rapport en 2015, il y a eu la création d'un centre de vérité de la réconciliation à Winnipeg et tout ça. Donc, c'est quand même, il y a eu beaucoup d'argent investi dans la question de l'après, de comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces mémoires-là, pour transformer justement les rapports entre les citoyens canadiens, les Autochtones, l'État, etc. Et bien, à savoir là, ce qui se passe après là, la publication de 2019, j'ai investigué récemment à savoir les réponses des différents territoires, provinces, notamment le Québec. Et puis, il y a très peu de choses mises en œuvre jusqu'à présent. Il y a de grandes voix, bien sûr, d'associations de femmes autochtones au Québec et partout dans les provinces et territoires qui portent haut et fort, encore une fois, la question de la responsabilité finalement de l'État et des organismes publics de mettre en œuvre finalement ces appels à la appel à l'action, appel à la justice. Dans le cas de l'AMFADA, c'est appel à la justice. Dans le cas de la CVR, c'est l'appel à l'action qu'ils ont appelé comme forme de recommandation. Donc, encore une fois, je suis certaine qu'avec le cas aussi de Nadia, hein, c'est toujours la question de ce qui s'est passé, le présent et l'après. Donc, l'après, la question de la pérennisation de ces initiatives, qu'elles soient muséales ou autres, c'est aussi le nerf d'une guerre. Et moi, par rapport au thème qu'a évoqué Nadia à la Maison de la mémoire, c'était aussi la question de toute la négociation difficile dans justement se faire mémoire les représentations qui peuvent parfois justement impliquer à la fois des personnes qui étaient un peu des deux côtés finalement de ces forces, de ces jeux de force entre communautés, nations et même par rapport à l'État, l'armée, etc. Donc des positions mitoyennes et la question du tourisme. Donc encore une fois, la question du dark tourism et tout ça. Donc encore une fois, comment ça se négocie dans le dispositif justement que tu évoquais avec les différentes salles et tout ça, Nadia, il faut à la fois un peu plaire aux uns, un peu plaire aux autres, un peu mobiliser ici et là les gens qui sont des grands personnages politiques et des investisseurs potentiels pour la suite du monde. Donc voilà, merci pour votre écoute.
Je peux peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire justement, Audrey. Et en fait, moi, en vous écoutant et en écoutant votre présentation, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Il faudrait qu'on parle beaucoup plus longtemps. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, alors, on est loin hein, de Buenos Aires. Le dark tourism, ou les questions liées au tourisme se posent beaucoup plus quand on est dans la capitale. Et notamment aujourd'hui, il y a un lieu hein, qui est en Argentine, le lieu emblématique qui a été défini comme ça par le pouvoir national notamment. C'est cette école de mécanique de la marine qui est donc située à Buenos Aires, qui était en fait une école, effectivement, un site énorme de 17 hectares, qui a été le centre clandestin de détention qui a vu passer le plus grand nombre de personnes en Argentine. On parle de 5000 personnes, de 300 survivants. Et donc, il y a eu tout un processus de récupération. Ça a toujours été l'objet de nombreux débats. Enfin, voilà. Je ne vais pas revenir beaucoup dessus, mais juste pour dire que la question plutôt du dark tourism, ou effectivement de plaire à tout le monde ou de plaire à des publics très différents pour répondre à ta question, elle se pose beaucoup plus dans un lieu aussi emblématique que l'ESMA, qui en plus est défini comme un emblème au niveau national. Et de fait, c'est comme ça qu'a été présentée la candidature pour être aujourd'hui au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, ce qui a été obtenu en septembre dernier. Dans le cas du Chaco, dans le cas d'un endroit qui a plus de 1000 km de Buenos Aires, hein, on est vraiment très loin. Resistencia n'est pas un lieu touristique. Voilà, c'est pas une ville touristique. Le Chaco ne l'est pas. Il faut aller un peu. Il y a les chutes d'Iguassou pas loin. Enfin voilà, mais on est quand même déjà encore à 700 km. Enfin, il n'y a pas cette question-là. Donc en fait, c'est vraiment plutôt au niveau local. Et d'ailleurs, ils estiment qu'ils ont une action au niveau local et de fait, leur financement dépend du ministère de l'Éducation du gouvernement du Chaco. Ce qui est intéressant parce que, par exemple, pour revenir à ce grand lieu qu'est l'ESMA, lui, il dépend du ministère de la Justice et du secrétariat de défense des droits de l'homme. Donc, on a aussi des dynamiques qui sont très, très locales. Alors que là, c'est l'éducation qui est mise en avant, on estime. C'est ce budget-là dont va dépendre ce lieu-là et dont va dépendre en fait la commission dont dépend le lieu. Puisque ça fonctionne comme ça, en fait. C'est la commission qui gère le lieu. Les acteurs, les associations sont extrêmement impliquées puisque la tête de la commission est toujours dans les mains d'une association. C'est-à-dire, c'est toujours un membre d'une association qui va diriger la commission. Ça fait aussi partie des statuts qui sont signalés dans le projet, enfin dans la loi qui définit la création de la commission et donc la récupération du lieu. Donc, il y a tout ce cadre-là. Hein. Là, on est sur, contrairement à Walking with Our Sisters, de ce que je comprends, on est dans un projet qui se veut institutionnel. C'est en fait une revendication des associations qui auparavant ont eu des actions qui n'étaient pas institutionnelles, comme cette commémoration qui partait de ce lieu, de ce qui est aujourd'hui la Casa por la Memoria, de cet ancien commissariat, pour aller jusqu'au lieu du massacre, le lieu où les personnes avaient été assassinées, toute cette procession, d'une certaine manière, un petit peu, qui d'ailleurs avait un cadre un peu religieux, puisque le premier, je ne vous ai pas montré des photos, mais la première, disons, représentation qu'il y avait du massacre, c'était une croix, tout simplement, hein, une croix catholique, si on veut. Maintenant, il y a eu un autre monument qui a été érigé par la suite. Mais donc, tous ces éléments-là, ils ont déjà eu lieu. On arrive maintenant à un moment avec le Museo Casa por la Memoria, où c'est une institutionnalisation. Il y a une volonté de justement que l'État reconnaisse ce qu'il a fait, puisque c'est du terrorisme d'État, voilà, c'est le gouvernement qui a commis ces crimes-là. Donc il y a une volonté de reconnaissance à travers l'obtention de ce lieu, de le garder. C'est pour ça que sur la muséographie, c'est ce que j'évoquais, il y a aussi une volonté de le laisser en l'état pour montrer ce que c'était. Et donc dans notamment les expositions temporaires qu'il pourra y avoir, là, c'est là qu'il peut y avoir un jeu différent, c'est là qu'il peut y avoir une volonté de faire évoluer les choses. Il y a une revendication des luttes sociales, donc aussi des luttes sociales actuelles. Donc en Argentine, il y a eu la lutte pour le droit à l'avortement. Il y a pour revenir, disons, à la partie plus matérielle, si vous voulez, il y a des consonances évidentes. Hein. Le foulard vert que portent les femmes qu'elles brandissent pour le droit à l'avortement en Argentine, mais qu'on retrouve dans d'autres pays. Le foulard violet qu'on retrouve aussi en Argentine dans la lutte contre justement les féminicides. Ce foulard, c'est le foulard des Mères de la Place de Mai, qui est une organisation qui est née en 1977 et qui était des femmes qui réclamaient des informations sur la disparition de leurs enfants, filles. Donc, il y a un lien effectivement qui s'établit. De toute façon, il y a une forme de revendication de ces luttes qui n'étaient pas des luttes féminines, ou féministes plutôt quand elles ont émergé. C'était même plutôt la revendication d'une figure pas très féministe à l'époque, c'était celle de la mère, justement.
C'était ce qu'elle mettait en avant, ces femmes-là, mais qui, au bout du compte, enfin, ou avec le temps et avec les luttes qui évoluent, il y a ça. Donc, en fait, dans les expositions temporaires, c'est plutôt là qu'on va voir effectivement que ça va pouvoir bouger, qu'il va y avoir des possibilités ou qu'il va y avoir effectivement plus une revendication dans ce sens-là. Mais moi, j'avais plein de questions pour vous. La broderie, par exemple, ça me semblait super intéressant parce que justement, ces mères auxquelles je reviens, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont brodé le nom de leur enfant quand il est disparu et elles brodaient la date à laquelle il a disparu, comme une sorte de seconde naissance, elle disait, ou plutôt de première mort, puisqu'à l'époque, on estimait que la personne n'était pas morte, il fallait revendiquer qu'elle était vivante pour essayer d'obtenir des informations, notamment. Donc, la broderie est quelque chose, effectivement, beaucoup de ces femmes évoquent le fait que bah, c'était comme de pouvoir, effectivement, représenter mon enfant, lui donner une visibilité, puisque l'État l'avait fait disparaître. Donc on retrouve avec ce que vous évoquiez, ces empeignes, effectivement, cette broderie, cette émotion qu'on transmet effectivement à travers la broderie. C'était juste une remarque qui m'est venue en t'écoutant notamment, Julie. Il y a aussi le mot même, en tout cas l'action même des broderies fait penser au tissage et d'autres types d'actions qui apparaissent dans d'autres contextes. Je pense que Laura pourrait nous en parler, puisque justement du lexique qui a été conçu par les projets d'exposition Sanaduria, l'un des mots qui a été proposé par les victimes était celui des faiseurs de tissage, hein. Je ne sais pas si tu peux développer un peu plus, Laura, pour compléter cette idée. Oui, bien sûr, j'étais justement en train d'y penser quand j'ai entendu Nadia et également quand je t'ai entendu Julie et vu les tissages. Donc oui, effectivement, dans Sanaduria, donc en fait, peut-être pour contextualiser un peu plus d'où vient ce mot, et c'est aussi que lorsque nous étions en train de discuter, donc avec les membres des peuples autochtones et avec les survivants du conflit armé, et nous nous sommes dit que pour approcher et le concept de paix dans toute sa pluralité, il faudrait peut-être créer un glossaire. Donc on a créé, on a co-construit, co-créé en réalité un glossaire des sens pluriels de la paix, qui est la base du coup et de tout du scénario curatorial de l'exposition et qui fait dialoguer différents mots, donc des mots qui viennent, donc ils sont situés très spécifiquement dans les territoires autochtones, comme c'est le cas par exemple d'Abril Caminos, qui a une importance centrale chez le peuple Nasa et qui ensuite a été également rendu matériel par un dispositif muséographique créé par Mauricio Cuchimba, et qui est l'artiste avec qui nous avons dialogué du peuple Nasa également. Et il y avait également ce mot entretejer, entretisser, du coup, qui était un tout petit peu la métaphore, disons, qui vient plutôt donc, du contexte plus, pas forcément des survivants du conflit, mais plus du contexte Wayuu, même si c'est utilisé beaucoup par les victimes du conflit armé en Colombie, mais du contexte Wayuu dans le sens où cela veut dire l'entretissage, c'est tout ce qui maintient la société ensemble, en fait. Et donc, c'est vraiment l'ensemble des fils qui constituent le tissage doivent être acceptés afin que le tissage tienne, non? Et c'est sa pluralité même qui doit être préservée. Donc, vraiment, et penser le vivre ensemble comme l'acceptation de la différence culturelle et pas uniquement l'acceptation, mais la conviction que cette différence culturelle peut apporter justement à ce que veut dire la nation colombienne. Donc voilà, et ce tissage, il a servi non seulement de mots du glossaire, mais il a été également présent dans l'espace muséographique par l'intermédiaire d'un tissage réalisé par Iris Aguilar, qui était et donc justement notre interlocutrice et chercheuse autochtone du peuple Wayuu, et qui est donc inspirée par un tissage fait par sa mère, créé par sa mère, le tejido aragne. Et il nous a en plus accompagnés dans tout l'espace, quoi. Il était partout dans tous les murs de l'exposition. Et c'était justement l'idée de la fragilité, non, du tissage social, finalement. Et voilà, je ne sais pas si, peut-être pour finir, moi j'avais une petite question pour toutes les trois, et juste concernant cette question de mémoire et de paix, parce que donc, moi je m'interroge à chaque fois que c'est peut-être une question un peu naïve, mais quelle relation voyez-vous? Est-ce que cette exposition, Walking with Our Sisters,
Ou est-ce que, et toi, Nadia, le cas de la Casa de la Memoria, ou bon, de tout ce que tu nous as présenté, est-ce que ce sont des muséographies de la paix, à votre avis? Ou est-ce que ce sont des choses différentes? Et tu as parlé, et Julie, par exemple, de la guérison, qui était quelque chose qui était très extrêmement présent dans Sanaduría également. Sanaduría, ça vient de sanar, non? Guérir. Donc, curaduría, sanaduría. On a fait une contraction entre les deux mots. Et voilà, c'était un tout petit peu cette guérison comme travail constant qui était finalement le travail de construction de paix. Donc voilà une dernière petite question. Et ensuite, je pense, Diana aussi, tu avais une question que tu pourras poser. Et également, je pense qu'on a le temps, non? Ben, si je peux me permettre pour lancer les réponses à cette dernière question, je suis pas certaine si je suis apte à répondre, à dire si c'est un processus qui vise une certaine forme de paix, mais nécessairement, je dirais par ce que je vous ai présenté, par le dispositif de l'exposition, par le processus qui est sous-jacent et les processus qui sont sous-jacents, il y a nécessairement, je crois, un désir de faire contraste avec les violences qui sont vécues. J'ai mis l'emphase sur effectivement l'aspect de la guérison, le soin qui est porté les uns envers les autres, les relations aussi qui sont construites, tous les éléments rituels que j'ai pas présentés, mais qui sont vraiment au cœur de de la mise en œuvre de l'exposition, puis de sa vitalité aussi. Pendant tout le long de l'exposition de Walking with Her Sisters, il y avait des cérémonies qui étaient faites matin et soir, des chants dans l'exposition. L'espace de l'exposition était complètement transformé pour créer un lieu de rencontre qui prenait pas nécessairement en compte l'origine culturelle a priori, mais qui plaçait les gens en relation les uns avec les autres et qui permettait, comme je disais quand j'ai terminé avec la citation sur la notion du deuil, c'est que dans le parcours qui était fait dans l'installation, ben nécessairement, à la fin, il y avait une forme de prise de conscience, il y avait des espaces de prise de parole. Donc, je pense que tous ces exemples-là, tous ces éléments nous amènent à penser qu'il y a une volonté de réconciliation, il y a une volonté de faire cesser ces violences, puis qui passe par une forme d'éducation populaire qui se fait par l'intermédiaire du dispositif artistique de l'exposition. Puis je veux juste faire un petit aparté sur la dimension de l'art textile. On a donné toutes les trois, Nadia, Laura et moi, des exemples qui sont différents en termes de différentes œuvres textiles, que ce soit la broderie de fils sur un tissu, que ce soit la création de tissage monumental, que ce soit le perlage. Mais reste que pour moi, c'est des pratiques artistiques qui sont considérées comme de l'art populaire ou qui sont plutôt minorisées. Mais en fait, quand on les regarde, je pense que ça témoigne vraiment de la vitalité culturelle puis de l'importance des arts textiles dans les communautés, puis notamment les communautés autochtones. Donc, c'est pas anodin que les communautés décident d'utiliser ces types de pratiques pour raconter leurs histoires, qui parfois sont, je trouve, plus percutantes que de simplement montrer une image d'une personne disparue. On a un contact qui est autre avec l'objet, avec la matière, qui nous amène aussi à réfléchir sur nos propres trajectoires. Donc, voilà. Je vais essayer d'être brève. Alors, il faudrait que tu me donnes ta définition du concept paix, parce qu'en fait, en Argentine, c'est un mot qui ne s'utilise pas. Tout simplement parce que ça fait référence à la guerre et que le terme de guerre est le terme qu'utilisent les militaires et ont utilisé les militaires pour justifier la disparition forcée de personnes. En fait, ce qu'il y a dans le cas argentin, c'est surtout des revendications de lutte. Lutte des années 60, lutte des années 70, lutte de toutes ces organisations, notamment les mères de la place de Mai ou les grands-mères de la place de Mai, mais pas que, qui ont lutté pour la reconnaissance des crimes de la dictature. Et malheureusement, compte tenu du nouveau président qui est arrivé en Argentine en décembre dernier, qui, notamment avec sa vice-présidente, qui elle est une militante du négationnisme et de la reconnaissance de l'action des militaires
pendant la dictature. J'ai bien peur que le terme de paix ne soit pas le terme qu'on puisse utiliser. Par exemple, le terme réconciliation en Argentine, on ne l'utilise pas. Celui qui l'utilisait, c'était Carlos Menem dans les années 90, parce qu'il avait un discours de reconnaissance des crimes, mais de bon, ça y est, c'est passé, allons de l'avant. Donc, ce sont des termes qui, en Argentine, des concepts qu'on n'utilise pas. Ça veut dire qu'on ne les utilisera jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne les utilise pas. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas du tout d'actualité, parce que l'arrivée de ce président Javier Milei et de sa vice-présidente Victoria Villarruel laisse entendre que les associations vont devoir encore largement batailler. Et donc, c'est vraiment le terme de lutte qui va poursuivre et qui va continuer à être utilisé. Voilà un peu pour répondre brièvement. Merci. Donc pour conclure, ce qu'on peut laisser comme ouverture, c'est que ces expériences de représentation muséographique nous amènent à redéfinir par elles-mêmes, à redéfinir beaucoup de termes. On a parlé des termes de disparition, des termes d'histoire de l'art. Nous amènent aussi à redéfinir nos approches scientifiques, nos méthodes, nos concepts. Là, Laura a lancé un débat qui restera ouvert sur le terme de paix, guerre et réconciliation, etc. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut retenir de la méthode. Donc, on ouvre cette question permanente de la redéfinition des concepts, des outils avec lesquels on travaille en tant que chercheurs et chercheuses. Donc, je vous remercie toutes de vos interventions passionnantes, au public de nous avoir accompagnés jusque-là. Et on vous invite à suivre la prochaine séance de ce séminaire et je donne la parole à Diana pour la présenter. Oui, merci beaucoup, Luis Miguel. Je voulais aussi vous remercier pour ce dialogue passionnant transaméricain et je file la métaphore que vous avez utilisée. Je vois qu'il y a beaucoup de liens à tisser entre toutes ces pratiques mémorielles, muséales. Et à ce sujet, je voulais simplement citer un numéro de la revue des cahiers du MIMOC que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Julien Zarifian et auquel Audrey Rousseau a d'ailleurs participé, qui porte sur ces questions-là, État et société des Amériques face aux blessures de l'histoire. Il est en ligne, c'est donc aussi un numéro transaméricain sur ces thématiques-là. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle effectivement que la prochaine séance de ce séminaire aura lieu le 27 février et elle portera, et ça devrait vous intéresser aussi, vous qui avez contribué aujourd'hui, elle portera sur l'affirmation juridique et politique des peuples autochtones et elle sera animée par Françoise Lejeune. Voilà, un grand merci et à très bientôt.